mort. Comme d'habitude, sur ma droite, Yassine Merzougi Merhaba. Bonsoir. Sur ma gauche, comme d'habitude, Tarek Hafez, bienvenue. Bonsoir. Sahaf Torkom. Enfin, c'est pas encore le moment, mais. Si, ça sera le moment. Dans un moment. Bon, sans retarder, le président Majid Tebboune et Macron, une conversation téléphonique. Il y a l'ambassadeur qui reprend son poste à Paris, après plus d'un mois d'absence. On a été rappelé pour consultation suite à l'affaire d'Amir Abdouraoui. C'est les relations qui reprennent, Yassine Merzougi. Enfin, oui. On a oublié l'incident de l'affaire Amir Abdouraoui. Non, ce n'est pas l'affaire Amir Abdouraoui, c'est l'affaire de l'ingérence des fonctionnaires de l'ambassade de France qui ont renié leurs engagements quant à respecter les lois de la République algérienne. C'est pas le problème, c'est pas la fuite d'Amir Abdouraoui, c'est surtout l'ingérence des fonctionnaires de l'État français. Donc il fallait remettre les choses sur rail. Je pense que cette conversation téléphonique était à point nommé pour sauver une situation in extremis où toute la volonté d'étendre les relations algéro-françaises était soumise à une épreuve vraiment difficile. Donc cette conversation risque un peu de calmer les choses en attendant de voir ce qu'il y a de plus palpable à l'avenir. Tarek Hafez, on a qualifié l'incident de malentendu. En fait, plus que ça, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on dit dans les deux communiqués. Les deux communiqués sont, il y a deux communiqués, le communiqué de l'Élysée, le communiqué d'Al-Mouradia, et c'est le même esprit qu'on retrouve dans les deux communiqués. Effectivement, on parle de malentendu, mais le plus important, c'est qu'on dit qu'il faut renforcer les canaux de communication entre les deux capitales, donc entre Alger et Paris. Et je pense que c'est, mais qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire les relations entre l'Algérie et la France a toujours été des dents de scie. En dents de scie, ça va pas changer. C'est pas parce que effectivement il y a eu une communication que les choses ont changé. Ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement le président sera à Paris au mois de mai. C'est confirmé que l'ambassadeur d'Algérie à Paris est retourné à son poste. Et donc, on verra. Là, on n'espère pas de prochaine crise, mais il y aura certainement d'autres crises. Cette page est tournée. Enfin, nous passons directement au commerce. C'est le mois de Ramadan. Enfin, les gens, les citoyens se demandent où ils contrôlent. Est-ce que le marché est régulé? C'est l'une des tâches principales de l'État, la régulation. L'oignon a atteint aujourd'hui 230 dinars. C'est une problématique. Enfin, pour le moment, on n'arrive pas à trouver des solutions. Que pensez-vous, Tarek Hafez? Premièrement, on a effectivement un marché qui est régulé. Absolument. Il y a un gros problème de régulation. Les autorités ont tenté à travers des lois, à travers des réglementations, des mesures, l'intervention des services de sécurité d'essayer de trouver des solutions. C'est pas du tout évident. Le problème se situe dans le système de distribution en Algérie. Donc il y a les producteurs et ensuite il y a entre la production et le client final, il y a exactement, il y a un gros problème de gestion de la distribution qui se fait essentiellement à flux tendu. Si on prend par exemple la capitale, si on essaie de voir un peu comment les clients, comment les consommateurs achètent leurs fruits et légumes, essentiellement les fruits, on va se rendre compte que entre les marchés, entre la grande distribution qui elle-même n'arrive pas réellement à mettre sur le marché des fruits et des légumes, mais surtout, c'est qui en profite de cette situation? C'est les gens qui ont des petites camionnettes, qui vont dans les cités, donc qui vont acheter le marché de gros, qui vont directement rendre le consommateur. Parfois,
vendent au même prix aussi. Parfois, ils vendent au même prix, alors que théoriquement, non. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas de charge. Parce qu'ils n'ont pas de charge. Donc, il y a un gros problème de régulation, un problème de gestion même des stocks. Il y a à la base aussi un problème de gestion des cultures. Si on prend le cas de l'oignon, il y a deux produits, l'oignon et l'ail. Chaque année, il y a un produit, il y a un problème fait les deux cultures. Sur cette affaire, si tu permets, Yassine, pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution définitive à cette problématique qui revient chaque année, notamment au mois de Ramadan? D'abord, il y a les constantes du marché. Le marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Ça, c'est une constante. Il y a la variable, c'est la culture de la consommation. On voit aujourd'hui, on est 6e ou 7e jour de Ramadan. Vous faites un tour chez les marchands de fruits et légumes. Pratiquement, les fruits et légumes sont à la limite de la péremption. C'est-à-dire que les gens se sont ravitaillés à la veille de Ramadan, je veux dire une dizaine de jours avant Ramadan, peut-être 2 semaines avant Ramadan. Et ils ont commencé à revendre leurs marchandises avec une marge énorme. Entre-temps, ils ne se sont pas approvisionnés. Donc, il y a un déstockage. Et tout ça fait que la pénurie est toujours omniprésente et les gens mettent le prix pour obtenir les marchandises. Tout ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. Et puis, il y a la culture de consommation partout dans le monde. Il y a cette solidarité. Même les chrétiens envers les musulmans, ils essaient de leur faciliter la tâche pendant le Ramadan. Dans les communautés musulmanes, la Jordanie, l'Égypte, il y a une certaine solidarité avec les couches les plus démunies. Mais c'est notre culture. Et puis, il n'y a pas la culture du boycott. قال البنان 30,000 ما نشريش ونتفاهموا عليها كاع. On n'a pas cette culture. Est-ce qu'on peut s'en passer par exemple de l'oignon? On ne peut pas se passer d'oignon. C'est dans notre culture culinaire, l'oignon a sa place. Mais le problème... C'est le chef. Oui, c'est quasiment le chef. Mais encore une fois, pour revenir à la culture de l'oignon, si cette année l'oignon est cher, l'année prochaine, il n'aura pas le même prix. Et ça sera peut-être l'ail qui sera cher. Parce qu'on a un problème de gestion des cultures, comme je disais tout à l'heure. On n'arrive pas encore à décider d'avoir des bassins, par exemple, pour certaines cultures. On a réglé pour la tomate, pour le piment, pour le poivron, etc. Les bassins Beinin, c'est la région de Biskra, c'est la région de Ouedsouf, Mzir'a, L'Ghros, etc. Donc, ces produits sont cultivés avec la région. Ouedsouf pour la pomme de terre, Ain Defla, etc. Par contre, pour l'ail, qui est la région, par exemple, de Mila, exactement, qui est connue, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même essayer d'intéresser les agriculteurs et leur dire, voilà, si vous faites de l'ail, faites-le intelligemment. Si vous faites de l'oignon, tani kif kif. Alors que là, comment ça se passe? هاد العام داروا البصلة غالية، العام الجاي كاع يديروا البصلة تحبط. Et ça sera certainement l'ail qui va augmenter, et ainsi de suite. On a un problème de planification, mais pas une planification administrative comme on peut l'imaginer, comme on l'entend souvent chez nous, mais une planification intelligente des cultures. D'accord. Sur ça, on peut s'entendre facilement, mais ici, quel est le rôle de l'État dans cette situation exactement? Parce que Le rôle de l'État, on ne peut pas le figer sur un segment horaire, je ne sais pas, il faut plus de 20, 30 ans pour pouvoir instaurer cette politique. Si on revient 40 ou 50 ans à l'arrière, dans les années 70, on avait Swaq al-Fallah, l'Ofla, les galeries. Tout ça, c'était des centres de stockage. Donc, tout ce qu'il y avait comme production pouvait être stocké à travers. Et جاو الفاهمين
dans les années 90, on a tout bradé. Souaq al-Fallah vendu au dinar symbolique, l'ONACO qui était devenu Sisende et Napal et Dipal disparu, et toute l'infrastructure de stockage stratégique de l'État a été vendue au dinar symbolique. Ok. Les années 2000, Bahbouha, voilà, شفنا les problèmes des stockages, la mauvaise gestion des stocks et tout. On revient à l'ancienne formule. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On dégage 3 milliards de dollars. Chez Alviar, c'est pour les grands abattoirs industriels, on en a fait 4 à l'échelle nationale. Et puis, on avait Frigomédit qui devait remplacer à peu près les zones de stockage de l'ONACO, Tabakri. Mais rien n'a marché. Pourquoi l'Issaba? On a construit des abattoirs neufs en 2018. Mazel ma bdaouch yakhdmou, où Yahya il fait une conférence de presse où il dit ils sont déficitaires et ils sont inutiles. Madabina nbi'ouhom. Ils n'avaient même pas été réceptionnés définitivement. Il y avait des réceptions provisoires sur ces abattoirs. Eh bien, Frigomédit, ça fait 20 ans, on n'a pas clôturé le programme. Sur chaque projet, chez Frigomédit, il y a une douro qui est 100 francs. Donc, on a très peu d'aires de stockage qui sont prêts, mais le reste, voilà. On a point le privé. Allez, on va faire de la publicité. Numiloc peut apporter. Bien sûr. S'il y a d'autres groupes de l'agroalimentaire qui peuvent aller vers même des coopératives, ils peuvent instaurer un système pour construire des aires de stockage et essayer de réguler le marché. Mais comme ça, le marché est géré d'une façon sauvage. Personne n'a les statistiques. Justement, tout à l'heure, elle parlait de la distribution à flux tendu. Donc, est-ce qu'on peut revenir à ce sujet? Il y a un problème producteur, stockage et ensuite distribution. Sauf que le stockage ne peut pas se faire n'importe comment. On stocke pas. Pour la pomme de terre, on a plus ou moins réglé le problème à l'époque parce qu'il y avait un système quasiment subventionné par l'État pour gérer la mise sur le marché avec les prix, etc. Et dès qu'il y a un manque en période de soudure, donc on fait appel, on fait du déstockage. Mais pour d'autres produits, ça n'a pas été réglé. Donc, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que durant 2002 jusqu'à à peu près 2010, dans tous les mécanismes d'aide à l'agriculture, il y a eu énormément de chambres froides qui ont été construites, qui ont été réceptionnées par des agriculteurs par énormément d'argent. Où sont les chambres froides? Elles devaient servir, par exemple, à stocker des produits qui mal basla, qui mal pomme, etc. Et aussi les fruits comme la pomme. Mais dans beaucoup de cas, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, les chambres froides. Est-ce qu'elles ont été revendues? Est-ce qu'elles existent toujours? Est-ce que le matériel a été bradé? Je pense qu'il y a un travail déjà à se faire au niveau du ministère de l'Agriculture pour savoir où est ce parc de chambres froides. Il y a aussi la problématique liée à la viande importée du Soudan. Pour l'instant, on n'a pas vu je ne sais pas s'il y a du nouveau. Alors, moi, on achète à 2600, 2800. J'ai cru comprendre qu'il y a enfin, j'ai pas vu, hein, mais par exemple, à USND, il y a un point de vente
un point de vente à 1200 dinars. Les 1200 dinars, il faut faire la chaîne aussi pour acheter à 1200 dinars. C'est pas... Ben, il faut quand même passer du temps. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué cette année, c'est la mise sur le marché de viande d'éleveurs du sud du pays. Oui. Voilà, notamment Tamarast. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui est en train de se passer avec les éleveurs dans le sud, qui, eux, demandent à entrer sur le marché. Finalement, le marché est à Bladhum. Mais il y a des dispositifs qui ont été mis à un certain moment pour faire en sorte que les éleveurs du sud ne remontent pas vers le nord. Donc, est-ce que c'est une décision qui est réfléchie? Est-ce que c'est une décision qui répond à un jeu de lobby de certains éleveurs des hauts plateaux qui ne veulent pas que le prix de la viande chute avec l'entrée sur le marché des éleveurs du Sud? Enfin, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce problème. Est-ce que c'est une filière qu'on peut développer? Oui, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Les élevages au sud, c'est quelque chose de vraiment marginal. Il ne faut pas comparer avec le Bayet de Djelfa. Enfin, les régions pastorales. Voilà, c'est marginal comme quantité. Donc, bon, mais c'est toujours bon de voir certaines expériences, la rentabilité, parce que il ne faut pas oublier, dans certaines régions du Sud, maintenant, les 2 dernières années, la situation hydrique s'est un peu améliorée. Il y a de la disponibilité de l'eau. Tout ça, ça a favorisé l'émergence d'une nouvelle race d'éleveurs. C'est des jeunes, ils sont fonceurs et tout. Mais il reste à développer. Pour l'instant, il ne faut pas croire que c'est des lobbies. Ils ont des quantités vraiment minimes qui ne peuvent pas influencer sur les prix là au nord. Merci Yassine, merci beaucoup. On passe à autre chose. Hier, Hassan Khelifati, dans un entretien e-bourse, il a parlé du secteur des assurances, mais il a dit quelque chose d'un peu spécial. Il a dit que le véhicule le prix du véhicule, l'assurance du véhicule ne coûte pas trop cher, alors que les gens disent le contraire. Oui. Sur un véhicule à 600, à 60 000, à 70 000, à 100 000, à 100 000 dinars, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est pas... En plus, surtout lorsqu'on sait que pour se faire rembourser, il faut vraiment... Alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Donc l'interview de Hassan Khelifati qu'il a accordé à e-Bourse, il a expliqué que ce qui est en train de se passer dans la branche automobile, le prix de l'assurance de la branche automobile, 60 000 dinars, c'est quand même pour un certain niveau de véhicule. Il faut comprendre que le parc est en train de vieillir avec l'absence d'entrée de nouveaux véhicules dans le marché. Donc le parc automobile est en train de vieillir. Et lui dit que si on continue comme ça, si on ne revoit pas, si l'État, puisque les prix de l'assurance sont quand même administrés, si on ne revoit pas à la hausse le prix de l'assurance automobile, parce que l'assurance automobile représente environ 55% du marché. Donc c'est un cas, l'Algérie c'est vraiment un cas spécifique. Hein. Partout dans le monde, c'est l'assurance personne qui est la plus importante sur le marché algérien, c'est la branche automobile. Mais que si on continue à appliquer des prix aussi bas, lui considère que ce sont des prix très bas, cela risque de précipiter la perte du marché des assurances en Algérie. Donc il a tiré la sonnette d'alarme. Après, c'est des prix, c'est des études, il fait beaucoup de comparaisons entre l'Algérie, la Tunisie, en allant jusqu'aux Émirats, et en disant, voilà, il faut d'abord revoir les prix. Deuxièmement, il faut mettre en place un système, c'est-à-dire réformer le système financier en Algérie pour faire en sorte que d'aller vers de l'épargne, d'aller vers de l'assurance personne, etc., etc. C'est ce qui peut faire remonter le marché de l'assurance en Algérie. Monsieur Mazoudou, vous partagez cet avis de Hassan Khelifati, le véhicule est assuré de... Bon,
il a évoqué plusieurs volets. Concernant le coût de l'assurance, je pense que c'est nécessaire de revoir tout le système financier afin de permettre aux assureurs de participer pleinement dans la vie économique du pays. C'est-à-dire permettre à un assureur d'injecter de l'argent dans une entreprise, dans des projets, même dans les obligations de l'État. Dans le monde occidental, maintenant, c'est les ABC de l'assurance, que ce soit assurance vie ou assurance auto, quelle que soit la nature de l'assurance, il est fait obligation à l'assureur de participer et de prendre une bonne part dans les obligations de l'État, allant jusqu'à des obligations sur 20 ans, sur 10 ans. C'est-à-dire que l'assureur participe au financement de l'État. Il est obligé d'aller bricoler quelque part ici, quelque part des placements qu'on ne sait pas comment. Des fois, il y a changement de législation. Donc, c'est déjà un point important. Et puis, l'obligation et le facultatif. Pourquoi ça représente 55% l'assurance voiture? Parce que c'est obligatoire. L'assurance sur l'immobilier, elle est pratiquement nulle. Sauf que quand quelqu'un veut louer sa maison, il est fait obligation d'aller assurer l'immobilier. Donc c'est les seuls cas pratiquement où on a une assurance dans l'immobilier. L'assurance vie n'a pas cette culture. D'ailleurs, si on prend la retraite plus, عندما نلقاوها عند les cheminots, عند هادو اللي عندهم je crois Sonelgaz, c'est les anciennes entreprises qu'on a héritées du colonisateur qui ont cette culture-là de faire la retraite plus, de collecter un peu de l'argent pour l'après-retraite. Mais sinon, les gens ne collectent pas. L'assurance vie, on n'a pas cette culture. Mais quand même, c'est un secteur qui a quand même Bon, une évolution importante. l'Aïsaba, à l'époque, quand on a ouvert ce segment à l'activité, les entreprises, enfin les assureurs, avec leur réseau, les réseaux français, كل واحد يجيب un cartable avec un CD, fait le logiciel, il crée une joint venture, j'y vais, on va travailler. Il n'y a eu aucun transfert de technologie, aucun transfert de savoir, aucun transfert de management. Donc tout ça, l'assurance c'est une culture. Et je salue Khlifati, quelques autres assureurs, autant dans le privé que dans le public, qui essaient d'inculquer aux gens cette nouvelle culture de l'assurance. C'est pas facile d'évoluer dans cet environnement. D'ailleurs, chauffe la contradiction. Alliance Assurance, parmi les meilleures, les plus performantes sur les entreprises cotées en bourse, réalise constamment des dividendes. Mais en même temps, l'action d'Alliance Assurance en bourse recule constamment ou bien stagne. Normalement, elle devait suivre le cours des dividendes, mais ce n'est pas le cas. Et donc, dans une situation pareille, il faut lui tirer chapeau. Merci pour toutes ces explications, Yassine. Juste une petite question par rapport aux assurances. Avec la reprise des importations de voitures, nous espérons que l'activité va reprendre aussi.
Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que généralement, quand on vend une voiture, on fait en sorte d'attirer le client aussi en offrant l'assurance, etc. Mais là, il y a un phénomène de fidélisation. Donc, la première année, elle est soit gratuite, soit à demi, soit à 50%, mais après, on fait en sorte que le client revienne, etc. Sauf que, كما قال ياسين, on a une culture, mais l'option assurance, ما رايش فيها. C'est-à-dire que si on a une voiture, on va essayer de faire en sorte de prendre vraiment l'assurance de base. Pour les maisons, كما قلت ما جاتش obligatoire la katnat واحد ما يديرها. Voilà, il faut vraiment. Mais ça, c'est pareil aussi pour la bourse, hein. La culture de la bourse, nous ne l'avons pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, il faut vraiment travailler sur la culture. Merci Tarek. Et une page de publicité. Ne partez pas ailleurs, restez avec nous, on revient tout de suite. Bonsoir, bienvenue encore une fois à votre émission, c'est la suite. Nous allons évoquer le volet international de l'actualité. Donc, Tarek Hafid, il y a l'ONU qui invite le Front Polisario et le Maroc à une rencontre bilatérale, mais qui reste néanmoins formelle. Est-ce qu'on peut espérer une reprise des négociations entre le Front Polisario et le Maroc? Pas formel, mais informel. Informel plutôt. C'est ce qui a été précisé aujourd'hui par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a une invitation qui a été adressée au Front Polisario au Maroc pour une rencontre informelle au courant du mois d'avril. Alors, ça rentre dans le cadre du travail de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, donc Stéphane de Mistura, dont le rôle est d'essayer d'organiser des négociations. Alors, dans le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont restés sur le même cadre, c'est-à-dire le format de table ronde. Et c'est un format qui a été refusé et par le Front Polisario et par l'Algérie. L'Algérie considère qu'elle n'est pas partie au conflit. Donc, elle n'a pas à participer, à prendre part à des négociations. Elle l'avait fait par le passé et les Algériens ont très vite compris que c'était, finalement, ça servait absolument rien du tout. Et en fait, ça allait renforcer le statu quo. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une table ronde et ce n'est pas non plus des négociations directes, mais donc ils ont choisi le format de rencontre informelle pour faire en sorte que les deux parties se rencontrent. Alors, il y aura donc ce qu'on appelle les amis du Sahara occidental, donc qui sont les principaux pays qui siègent au Conseil de sécurité, donc les membres permanents, avec les États-Unis, la Russie, l'Espagne, la France aussi, et il y aura aussi la Mauritanie et l'Algérie. Donc, est-ce que c'est une reprise? Oui, si les deux parties acceptent, il va y avoir une rencontre, mais à partir de là, on verra ce qui va se passer. Yassine Merzougui, est-ce que c'est un début de reprise des négociations pour vous? Oui, ils sont obligés, les Marocains, ils sont dans l'impasse. C'est une question de décolonisation aussi. Non, d'abord sur le plan de la forme. Au-delà du fond, parlons de la forme, ça fait des années qu'il y a des blocages à tous les niveaux, et chaque fois c'est provoqué par la partie marocaine. Maintenant que l'Algérie s'est retirée du champ de bataille, même en tant qu'arbitre, je ne participe pas. Ok. Les Marocains sont obligés d'aller à la rencontre des Sahraouis. Enfin, ils vont essayer de trouver des subterfuges pour aller vers un autre blocage, une situation confuse où ce n'est ni blanc ni noir, c'est du gris voilà. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas le droit de dire non à la rencontre. Ils sont dans l'impasse. C'est quelque chose de positif pour les Sahraouis? Oui, c'est quelque chose d'excellent pour les Sahraouis, à condition de savoir manœuvrer et éviter les pièges. Parce que mais ils les Marocains. Jamais on doit leur faire confiance. Donc, il
faut rester vigilant dans ces histoires de rencontres informelles. D'ailleurs, c'est informel. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas de recours excessif aux règles de protocole. Donc, ça va être très ouvert et je pense que c'est une occasion pour les Sahraouis, surtout qu'on s'attend à une nouvelle génération de diplomates sahraouis qui doit montrer ses preuves. Bon, les anciens, on connaît leurs performances, on connaît leur engagement. La jeune génération Hadi doit réagir avec moins de sentiments, avec plus de clairvoyance, avec plus de rigueur dans l'application des lois onusiennes, faire toujours référence au droit international. Ça dictate non. Non, mais c'est une question de colonisation. Il y a la, Oui, il y a la loi qui parle de ça. Oui, mais sauf que c'est vrai, c'est une question de décolonisation, mais quand on a un Conseil de sécurité qui dit oui, le plan d'autonomie est une option sérieuse, etc., on sort complètement du cadre tracé par la légalité internationale. Mais ce qui va être intéressant, la rencontre, si elle a lieu, c'est quoi? C'est que premièrement, c'est la première depuis la reprise de la guerre, depuis la reprise du conflit, la guerre de libération, un des Loula. Deuxièmement, on est quand même face à un colonisateur qui renie l'existence même de l'autre, donc du Front Polisario. Sauf que le Front Polisario est reconnu, on parle du Front Polisario, pas de la race, hein. Le Front Polisario est reconnu par toutes les instances internationales, d'accord? Le Front Polisario a des représentants autant à Washington qu'à Paris, qu'à Madrid et partout dans le monde. Donc, le vis-à-vis, il est reconnu au niveau international. Et le fait de dire, moi, je ne reconnais pas, le fait d'aller à la rencontre, c'est une reconnaissance de fait. C'est une future avant. Oui, mais le fait d'aller à la rencontre, si les Marocains vont à cette rencontre, c'est une reconnaissance de fait. C'est une reconnaissance de fait. Voilà, ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Donc, mis à part cette rencontre, est-ce que, par exemple, il y a une volonté de la part de l'ONU de régler ce problème? Non. Non. Actuellement, il n'y a pas de volonté de la part de l'ONU. Si on prend en considération que l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, il y a juste une personne qui s'appelle Demistura qui a une mission, qui est en train d'essayer de l'accomplir, mais où a déjà fait dans tout ce qu'il a fait, notamment en Syrie. Donc, c'est pas quelqu'un qui est performant, d'accord? Il y a une autre réalité, c'est la guerre. Il faut savoir qu'actuellement, depuis la reprise du conflit, ça va bientôt faire 3 ans, il n'y a pas un seul texte de l'ONU qui reconnaît qu'il y a la guerre, que le conflit a repris. Donc, ils sont en train C'est blackout. Oui, voilà, c'est-à-dire, on est quand même face à une instance qui est en train de renier la réalité. Pourtant, la réalité, elle est là. Il y a une reprise du conflit et des tensions sont réelles. Est-ce que maintenant la pression du Front Polisario sur le terrain, parce que c'est quoi? C'est une question de rapport de force. Est-ce que c'est ça qui est en train est-ce que c'est ça qui va conduire les Marocains à aller vers cette première rencontre, ou alors c'est juste des manœuvres dilatoires pour essayer de gagner du temps? Il ne faut pas oublier que les Marocains, leur stratégie c'est quoi? C'est on gagne du temps, on investit, mais en fait ils investissent avec l'argent des Sahraouis, parce que autant la pêche, le phosphate et tout, c'est l'argent des Sahraouis. Donc on investit Zerma, entre guillemets, au Sahara occidental pour dire, voilà, nous sommes en train de développer ce territoire, donc il est le nôtre. C'est comme si, par exemple, les accords d'Évian, France oui, mais on a des boulevards, des ports, etc. Donc ce pays nous appartient. C'est exactement la même chose. Là, c'est à donc on en saura un peu plus dans les jours à venir. Yassine, je vais évoquer un autre sujet, c'est la crise sociale en France. On a vu des émeutes, la colère qui monte d'un cran. La réforme des retraites n'a pas plu.
Est-ce que la France, disons, vacille? Non, c'est un peu trop dit, mais... C'est trop dire, trop de diplomatie dans les propos, alors que la réalité, elle est là. La France est un pays qui s'écroule. Enfin, donc, quand je dis vacille, je ne me suis pas trompé. Il s'écroule sous le poids de la dette. Et quand on a un pyromane comme Macron à la tête de l'État, il ne faut pas s'étonner de voir tout ça. Par exemple, au niveau de la dette, ils sont à peu près 3 000 milliards d'euros de dette. La France a mis 42 ans pour cumuler les 2 000 milliards d'euros de dette. En 5 ans, Macron a cumulé 1 000 milliards de dettes. C'est-à-dire qu'il a fait la moitié de ce que la France a fait pendant 42 ans. Le quoi qu'il en coûte, voilà, le citoyen français est en train de le payer aujourd'hui. Aller grignoter sur tout ça, non. Alors, cette situation va s'aggraver encore plus du moment qu'il y a une dualité euro-dollar. Maintenant que la semaine passée, le Trésor fédéral a décidé d'augmenter le taux directeur de 25 points. Donc l'écart entre les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe devient important. D'où l'évasion, plutôt la migration pratiquement généralisée des investisseurs vers l'économie américaine qui est maintenant à 4,5, 4,75 de taux. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, l'Europe est obligée de s'aligner. Quand elle va s'aligner avec 50 points de base, ça veut dire que à l'origine, la France qui devait payer annuellement comme service de la dette 210 milliards d'euros, elle va être obligée d'aller vers 250 milliards d'euros. D'où est-ce qu'ils vont les ramener? Donc, ils essaient de puiser, chercher Des niches. des niches à grignoter. C'est-à-dire le pauvre Français qui a 62 ans, ومازالهم طامعين فيه يزيدوا ينحوا له الجلد pour payer des charges autres. Alors que la mafia, العصابات تاعهم اللي عليه الحداد نتاعهم هذوك, ils sont intouchables. Les grosses fortunes en France ne sont pas touchées par ces restrictions. C'est le citoyen Hadak, à 62 ans, il se fait payer 1500 euros. C'est ça le problème. Tu as suivi un petit peu. Oui, je pense que l'information la plus importante cette semaine, c'est le rappel à l'ordre du FMI. C'est-à-dire que une situation quand même très compliquée, à tel point que le FMI intervient pour rappeler à l'ordre quand même une puissance économique importante. La France, sur papier, qui m'a chauffé, c'est quand même, c'est pas n'importe quel État, c'est le deuxième État de l'Europe, c'est en termes de puissance financière. Et هكذاك وطاحوا طاح عليهم le FMI à tel point que, en discutant avec des amis, ils vont aller à le club d'Alger. Nous avons le club de Paris, nous allons le club d'Alger pour gérer leur dette. Voilà, le club de Ouadsouf. Donc, la situation est très compliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la rue et les Français ne veulent pas entendre parler de cette histoire de 64 ans. Ils ne veulent pas. Et c'est-à-dire que
Même le gouvernement essaie d'aller vers une intersyndicale, essaie de rassembler les syndicats pour leur dire, voilà, nous allons faire des concessions sur certains mécanismes de la loi, essayer d'arranger certaines choses sur la loi du travail, etc. Mais 64 ans, on ne veut pas. Les syndicats ne peuvent pas y aller. Parce que et s'ils soutiennent cette idée de 64 ans, c'est leur crédibilité qui va prendre un coup vis-à-vis donc des personnes, des syndicalistes, mais surtout de la grande majorité des travailleurs en France. Et même, peut-être même des chômeurs, on va dire. Les gens ne veulent pas entendre parler de cette histoire de 64 ans. Le bras de fer qui va continuer, et le bras de fer en France, il est violent. On a vu depuis la crise des Gilets jaunes et jusqu'à aujourd'hui comment les services de sécurité, dans l'espace public, quand il y a des manifestations, comment ils réagissent. C'est très violent. C'est très violent. Eh ben, merci beaucoup. Je vais évoquer un sujet qu'on a évoqué la dernière fois. Il s'agit d'un média, un média français, du groupe public français. C'est France 24. Récemment, elle a diffusé un entretien avec l'Al-Nabi, c'est le chef sanguinaire de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, on a évoqué la dernière fois dans notre émission, mais cette fois-ci, c'est le Burkina Faso. Officiellement, c'est le gouvernement burkinabé qui a décidé d'interdire la diffusion de tous les programmes de France 24. Je vais essayer de lire un petit peu des passages dans le communiqué du gouvernement du Burkina Faso. Donc, il dit dans son communiqué, le gouvernement se désole de voir que le chef d'une organisation terroriste comme AQMI est reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale puisse bénéficier des largesses éditoriales de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne. En fait, le gouvernement, donc un autre passage, c'est important de lire ce passage. Donc, le gouvernement du Burkina Faso dit cette organisation est-il besoin de le rappeler, adepte d'un terrorisme djihadiste et l'auteur de crimes odieux qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde, dont la bande sahélo-saharienne et singulièrement au Burkina Faso, la violence aveugle et la barbarie terroriste contre des paisibles populations sont principalement alimentées par cette organisation qui nourrit des desseins funestes pour notre pays et notre peuple que le gouvernement a la responsabilité de protéger. Yassine Merzougui, la décision du Burkina Faso d'interdire la diffusion de tous les programmes de France 24, est-ce que c'est une décision légitime? Autrement dit, est-ce que le gouvernement a le droit de s'immiscer dans les choix éditoriaux d'un média étranger? C'est légitime, d'autant plus que le Burkina est en guerre contre le terrorisme et que cette chaîne fait l'apologie du terrorisme. Si tu permets, Yassine, juste je vais lire le passage où le gouvernement justifie cette décision d'interdiction. Ils disent en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, donc on a décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation de la suspension SINDAI de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce qu'ils disent par rapport à cette décision. Donc vous dites que c'est légitime. Ils n'ont pas justifié دارين ندير واش نحب. راك تجي ضيف تحترمني اللهم بارك ما تحترمنيش ما نبدلك الشعور. سي ان بو سا. مازالهم في ليسبري نيو كولونياليست يدخلوا ديار الناس يزاتيريس دون les pays du Sahel, ils s'installent, ils ramènent leurs armées, ils font leurs lois, ils font la promotion des terroristes. Et c'est quoi ça? Non, je pense qu'il y a un peu... Je crois que les pays du Sahel ont besoin d'une révolution ici pour dire la France c'est fini. L'occupation c'est les années 60, maintenant on est dans les années... Les indépendances nationales, il faut des réelles indépendances. France 24,
c'est je ne sais pas, c'est le blindé, c'est le blindé de première ligne de la politique française. ما شفتوش لهنا زوج قروده يخرجوا لنا في لا كروند بوست يقول لك لو بوبل ا ديسيدي هيا الواحد يقول كلام واحد اخر كامل سي كوا سا مازالهم يروحوا يجيبوا لهم un petit minable terroriste ils le font parler sur la situation au Sahel et lui donnent l'occasion pour renouveler le djihad contre les Algériens et il pense de rester dans l'impunité. J'ai évoqué les menaces proférées contre l'Algérie sur le plateau de France 24. Et c'est des mineurs. Normalement, la première des choses, il devait s'excuser auprès du peuple algérien. C'est quoi ça? Appeler au meurtre des Algériens. C'est-à-dire, nous, pourquoi pour le moment, il n'y avait pas de réaction de l'Algérie par rapport à l'interview? Pas par l'interview, mais surtout les menaces proférées contre l'Algérie. C'est l'État algérien de... Oui, on n'a pas... Écoute, un éléphant ne va pas se battre avec une fourmi, quand même. L'Algérie, c'est l'Algérie. L'État algérien est plus important que 1000 terroristes de la taille de l'Annabi ou de 1000 chaînes de la taille de France 24. Non, mais c'est la réaction de l'individu. Je parle de l'Algérien. ما احترمتوناش. تجي تريح معايا ما على باليش تجي ضيف في البلاد ومن بعد tu appelles au meurtre des Algériens. C'est ça. Parce que il faut rappeler que l'interview, c'est pas l'Annabi qui est venu sur le plateau. Non, c'est un journaliste, soi-disant spécialiste. Non, soi-disant spécialiste en djihadisme, ou je sais pas comment ils appellent ça, qui a eu un contact, et c'est pas la première fois, il a déjà fait en 2018, un contact avec l'Annabi, parce que c'est un deuxième interview à l'Annabi, via un compte Telegram où ba'atlou des questions, alors déjà sur le plan journalistique, est-ce que c'est réellement lui qui lui a répondu? On peut pas savoir. Donc déjà, il y a un gros doute sur ça. Deuxièmement, les menaces proférées. Les menaces, en plus, c'est un personnage traqué par plusieurs. Mais il est inscrit sur une liste de la communauté internationale, de l'ONU. Les États-Unis le recherchent, l'Algérie, il y a énormément de pays. La France elle-même, elle le recherche parce qu'il y a eu des attentats. Il ne faut pas oublier que c'est... La France a des relations un petit peu particulières avec les groupes terroristes. Ah non, mais ça c'est... On se souvient, Yassine, le ministre des Affaires étrangères français, il a parlé du travail magnifique que faisait Jabhat al-Nusra en Syrie. Non, mais ça c'est... Et puis aussi avec les entreprises françaises en Syrie. Il ne faut pas oublier que AQMI a tué des militaires français. Donc, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Les militaires français ont tué Abdelouadoud, qui était le chef de l'AQMI. Effectivement, en plus. Donc, non, mais avec ça... L'opération Sarval, c'est... Non, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a quelques jours, on a assisté à la libération de 2 otages. Un otage américain, un otage français. Alors, autant les Américains que les Français disent, nous n'avons pas payé. Qui fait le goût? C'est-à-dire, un otage, le principe, c'est je retiens une personne en otage parce qu'elle a de la valeur. Oui. D'accord? Je ne la relâche que parce que, justement, j'ai eu la contre-valeur. C'est quoi? C'est soit une rançon, soit des armes, soit une décision politique, soit des prisonniers, soit... C'est-à-dire, ça répond à des règles très claires, hein, une prise d'otage. La France, c'est le premier pays à s'être opposé à la décision de l'Algérie de criminaliser le paiement des rançons. Il y a des pays qui payent des rançons, qui n'ont pas de problème. On peut dire, par exemple, ce qui s'est passé à Tigantouré, les Japonais étaient prêts à payer. C'est-à-dire, il y a des États qui n'ont absolument aucun problème. Il y a d'autres États, par exemple, les Britanniques ne payent pas. Les Algériens ne payent pas. Il y a des États qui ne payent pas. Alors, ce qui s'est passé aussi avec le Burkina, la décision de bannir France 24. Il ne faut pas oublier qu'il y a une année... RFI. Non, RFI, il y a une année, il y a des États occidentaux où c'est pourtant la démocratie, où la liberté d'expression sont des règles et sont des valeurs très fortes, qui ont interdit des médias comme Sputnik et Russia Today. Donc, finalement,
il montre aussi la voie et il ne faut pas s'étonner que d'autres pays fassent la même chose. Pour l'instant, il n'y a que le Burkina Faso qui a réagi de cette manière. Donc, dans leur communiqué, ils étaient très clairs parce qu'ils ont parlé de ce que faisait AQMI au Burkina Faso, les milliers de crimes abominables qu'ils ont commis là-bas. Yassine Merzougui, est-ce que vous pensez que France 24 est vraiment le porte-parole de l'État français? Maintenant, pratiquement, toute la presse française est le porte-parole de l'État français. Quand il s'agit de défense des intérêts du pays, toute la presse se met du même côté. Il n'y a aucune différence entre privé, étatique et tout. Toute la presse française a été muselée au service d'un lobby qui est à la tête de l'État, un État profond qui gère les affaires du pays. Tout le monde a adhéré et défend bec et ongle cette démarche. Donc, il n'y a aucune différence entre Paris Match ou la Nouvelle Obs ou plutôt la France 24. Donc, rien à choisir bien sûr. Merci Yassine. Tarek, je reviens parce que j'ai posé la question par rapport à Yassine. Sur le plan journalistique, est-ce que France 24 ont le droit de diffuser cet entretien? Alors, la société des journalistes, c'est-à-dire les journalistes de France 24, certains ont saisi leur direction pour dire, voilà, ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Et je ne sais pas ce qu'il y a là. Il y a eu une réponse donc, sur cette question ou pas, mais en tout cas, certains journalistes, au sein même de France 24 et même dans d'autres médias publics français, n'ont pas du tout apprécié l'éthique journalistique. Tout à fait cette interview. Merci beaucoup Tarek, merci beaucoup Yassine. C'est la fin de notre émission. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles révélations, une nouvelle manière de voir de l'actualité.